Alors en 1958, la quatrième République est donc devenue extrêmement instable et elle va connaître une mort absolument rapide au cours de l'année 1958 dans le contexte de la guerre d'Algérie. C'est par là qu'on va commencer la deuxième partie sur la cinquième République et le renforcement de l'État de 1958 au début des années 80. Alors, l'année 58, c'est un tournant politique majeur. La France est dans un contexte de la guerre d'Algérie depuis 1954. Alors, petit rappel rapide, petit appel rapide sur la guerre d'Algérie. Donc, l'Algérie est une colonie française depuis 1830-1831. Elle est composée de départements français. Ça ne veut pas pour autant dire que tous ceux qui vivent en Algérie sont citoyens français. Évidemment, il y a à peu près 1 million de citoyens français, des colons pour la plupart ou des descendants de Français qui se sont installés en Algérie, qui ont l'intégralité des pouvoirs politiques, économiques et sociaux. Et ensuite, on a 9 millions d'Algériens, les indigènes, qui n'ont absolument pas le statut de citoyen français et qui le réclament depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, même en fait avant. Ces inégalités créent des tensions très fortes. Comme la France ne veut pas donner le statut de citoyen aux Algériens, eh bien, un parti radical, le FLNA, le Front de Libération Nationale Algérien, lance par des attentats terroristes le jour de la Toussaint Rouge, 1er novembre 1954, des attaques coordonnées à la bombe qui visent des citoyens français vivant en Algérie, ceux qu'on appelle d'ailleurs les pieds noirs, les citoyens français vivant en Algérie, les pieds noirs, donc lance ce qu'on appelle les événements d'Algérie. Pudiquement à l'époque, c'est la guerre d'Algérie aujourd'hui. Alors dans les faits, la France envoie rapidement l'armée, mais le conflit s'enlise entre les actes terroristes du FLNA, la population algérienne qui les soutient globalement et l'armée qui a du mal à trouver les gens qui se cachent. À partir de janvier 57, un terrible scandale éclate en plus car la France a autorisé l'utilisation de la torture pour faire parler les présumés terroristes ou terroristes du FLN. Et donc, si vous voulez, la crise est terrible, d'autant que des porteurs de valises, c'est-à-dire des porteurs de bombes, commencent à mettre un peu des bombes en France aussi, sur le territoire national. Donc, la quatrième République est en forte crise au début de l'été 1958. C'est dans ce contexte-là que le 13 mai 58, une sorte de coup d'éclat feutré a lieu à Alger. Le 13 mai, la foule appelle au pouvoir le général de Gaulle et les hommes politiques en France vont se tourner vers de Gaulle comme un potentiel sauveur. Le 1er juin 58, il accepte de devenir le dernier président du Conseil de la 4e République à une condition: écrire une constitution pour sauver la France, dit-il. Alors cette constitution va être écrite au cours de l'été 58 avec des amis constitutionnalistes, un petit groupe privé, ce qui est beaucoup critiqué d'ailleurs à l'époque car l'Assemblée nationale, la dernière de la 4e République, craint une sorte de constitution autoritaire. Habituellement, ce sont des assemblées en France, depuis la Révolution, qui écrivent les constitutions. Là, c'est de Gaulle et ses proches. On va aboutir à un texte qui est celui de la 5e République. En septembre 58, le 28 septembre, cette nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle crée un État fort qui va accompagner les mutations de la société jusqu'au début des années 80. Alors, cet État fort, il est donc basé sur des institutions fort différentes de celles de la 4e République. On garde un cadre démocratique, mais les institutions de la 5e République donnent le pouvoir, la prééminence au pouvoir exécutif. Alors, le pouvoir législatif est toujours composé de 2 assemblées, une première assemblée nationale qui vote les lois, le budget, mais on lui retire un certain nombre de ses prérogatives. Par exemple, elle ne siège plus tous les jours comme avant, elle n'est pas maîtresse de son ordre du jour, c'est le gouvernement qui décide de quoi elle va parler. Et puis, si elle vote les lois et le budget, elle ne vote plus la paix et la guerre, par exemple. On lui enlève un certain nombre de prérogatives. Donc, le Sénat, qui est la 2e assemblée, maintenant il prend son nom définitif, complète le dispositif comme avant sous la 4e République. Alors, elle ne domine plus, ces 2 assemblées ne dominent plus le pouvoir exécutif comme avant. En effet, le Premier ministre n'est absolument pas nommé par les assemblées. Il est nommé, vous le savez, par notre homme, le président de la République.
Donc, officiellement, le pouvoir exécutif est aux mains du Premier ministre. C'est lui qui nomme les ministres et c'est lui qui coordonne l'action du gouvernement. Il peut proposer des lois. C'est une nouveauté, comme d'ailleurs n'importe quel membre de l'Assemblée des députés. Aujourd'hui, le gouvernement propose très souvent des lois, et quand il a la majorité à l'Assemblée, elles sont souvent adoptées. Par exemple, la loi sur les retraites. Ce pouvoir exécutif, néanmoins, est considéré comme bicéphale, c'est-à-dire à deux têtes. En effet, il y a aussi le président de la République. Alors, ce président de la République, initialement, était élu d'une manière très particulière. La première élection a eu lieu d'ailleurs en décembre 1958 et c'est De Gaulle qui a été élu. Il était au départ élu au suffrage universel indirect, parce qu'on appelait un collège de 80 000 notables. En gros, tout un tas d'élus, les maires des différentes communes de France, des élus départementaux, les députés eux-mêmes, etc. Tout le monde se réunissait pour élire indirectement le président de la République. Cette élection faisait qu'il était normalement au-dessus des partis, à la tête de la nation, et il nomme donc le Premier ministre. Alors dans les faits, il ne peut jamais forcer le Premier ministre à démissionner, mais bien généralement, il nomme un de ses amis, et quand pour une raison ou une autre, il faut faire sauter le Premier ministre, eh bien, il le fait, son ami démissionne. On verra qu'il y a quand même des exceptions. Alors, ce pouvoir exécutif à deux têtes, même si officiellement c'est que le Premier ministre, a en fait des pouvoirs exceptionnels. Le Premier ministre lui-même a des pouvoirs très importants, et notamment une action sur l'Assemblée nationale. Il peut forcer l'Assemblée nationale à adopter un texte de loi sans le voter, une fois seulement par mandature, c'est-à-dire une fois par tous les 6 mois. Cet article de la Constitution qui lui donne de tels pouvoirs est le fameux 49.3, qui est utilisé avec parcimonie. C'est uniquement normalement dans le domaine économique et social. Ce pouvoir est exceptionnel, mais entraîne derrière ce qu'on appelle le vote d'une motion de censure. L'Assemblée doit voter si elle accorde toujours sa confiance au Premier ministre ou pas. Bien sûr, le Premier ministre de la Ve République fait en sorte d'avoir toujours la majorité quand il veut passer un texte au 49.3. Il n'y a jamais eu une motion de censure réussie depuis 1958. Cependant, celui qui a le plus de pouvoir, c'est effectivement le président de la République. Alors à partir de 1958, il est chef des armées, et donc dès 1960, c'est lui qui contrôle la bombe atomique. C'est lui qui déclare la guerre, au moins pendant 2 mois, et l'Assemblée peut proroger la guerre. C'est lui qui émettre des décrets de paix, enfin des traités de paix, etc. Et surtout, il peut prendre des pouvoirs exceptionnels. Alors, quand la nation est en danger et que le territoire est en danger, il peut même utiliser l'article 16, un article qui lui donne, avec simplement l'accord du Premier ministre et des 2 présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les pleins pouvoirs pour une durée limitée. Ça a été utilisé une fois par le général de Gaulle pour mettre fin à la guerre d'Algérie en 1961-62. Bien. Ces pouvoirs exceptionnels sont aussi renforcés parce qu'avec l'habitude, De Gaulle s'est mis à se réserver, entre guillemets, un certain nombre de domaines, notamment la diplomatie et la politique étrangère. Et il est vrai que depuis 1958, souvent, ce sont les présidents qui incarnent la France à l'étranger, beaucoup plus que le Premier ministre. On verra que tout ça a des conséquences par la suite. Le pouvoir exécutif domine donc. On parle pour notre démocratie, d'un régime semi-présidentiel qui a donc quelques caractéristiques qui le rapprochent des démocraties un peu autoritaires, par exemple l'article 16. Nous ne sommes pas dans une démocratie totale, comme le sont le Royaume-Uni ou les États-Unis d'Amérique. Alors pour éviter quand même toute dérive et pour avoir un garde-fou, a été institué le Conseil constitutionnel, composé de sages qui vérifient que la Constitution est bien appliquée et qui surtout, par exemple les anciens présidents de la République, qui vérifient surtout qu'il n'y a pas d'écart trop important. De Gaulle devient donc le premier président de la Ve République en 1958. Alors, les institutions vont même évoluer. En 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, De Gaulle, qui échappe de justesse à un célèbre attentat en août 62, l'attentat du Petit Clamart, va même décider, parce qu'il était inquiet de sa succession, de changer les règles. Et à partir de 1962, il y a une réforme constitutionnelle. Le président de la République sera à partir de là élu directement par les Français, ce qui lui donne un pouvoir supplémentaire, une consécration supplémentaire, si on peut dire.
il a le pouvoir, à partir de là, d'être le véritable représentant de la nation. Donc il sera élu au suffrage universel direct, et la première élection aura ainsi lieu en 1965. Ce président de Gaulle va mettre en place une politique vraiment particulière entre 1958 et sa démission suite aux événements de mai 68 en 1969. Alors il garde de nombreux aspects de l'État-providence en renforçant encore l'État. Et on a donc un État qu'on dit gaullien, puisque l'IA de Gaulle, qui est régulateur, qui encadre fortement l'économie et qui est toujours un État-providence interventionniste. Alors, dans les années 60, par exemple, il lance des grands chantiers, il veut moderniser l'État, il construit des autoroutes, il construit des aéroports, il construit aussi des grands sites touristiques. L'aménagement, par exemple, de toute la Côte d'Azur, du Languedoc-Roussillon, c'est les années 60 de Gaulle. Et donc, on a le développement touristique de la France à cette époque, avec des grands hôtels, des marinas, c'est-à-dire des ports de plaisance, des bars aménagés dans le sud de la France, qui sont liés à la possibilité de faire du tourisme en masse. C'est la base de la première puissance touristique mondiale aujourd'hui française. Surtout, De Gaulle investit de nouveaux domaines, par exemple le domaine des loisirs, et par exemple le domaine de la culture. Il est le premier à véritablement ériger un ministère de la culture, car avant, la culture, c'était des secrétaires d'État, donc des gens qui étaient moins importants, entre guillemets, au sein du gouvernement. Le premier vrai ministre de la culture, c'est André Malraux, un grand résistant, poète, très proche de Gaulle, qui va vraiment incarner cette idée qu'il faut budgétiser et renforcer le poids culturel de la France. Alors, ça se symbolise par des grands travaux, là aussi. Jusqu'à aujourd'hui, on a tous les présidents qui ont essayé de laisser leur marque en créant quelque chose, soit un musée, par exemple le musée Georges Pompidou, aussi appelé musée Beaubourg, en 1977. Donc Pompidou est mort à ce moment-là, mais c'est lui qui avait lancé ses travaux de ce qui est aujourd'hui un des grands musées d'art contemporain de Paris. On a un peu plus tard, en 1982, l'instauration par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, sous François Mitterrand, de la fête de la musique. Jacques Chirac, qui crée ensuite, qui lance dès la fin des années 90, il sera créé dans les années 2000, le musée du Quai Branly, musée des arts premiers, et je vous passe la pyramide du Louvre, voulue par Mitterrand aussi, donc tout un tas de grands travaux. Mais on a aussi une déconcentration culturelle qui est voulue dès De Gaulle, mettre la culture plus à portée de la province, car c'est vrai que la culture était très concentrée en région parisienne. Et donc, on crée des maisons de la culture un peu partout en France. À Guéret, vous en avez une juste à côté de chez vous, c'est l'Espace Fayol, qui a été créé dans les années 60, au début des années 60, et qui vous permet toujours de faire de la musique, des arts plastiques, etc. Voilà, donc il y a une volonté politique extrêmement forte venue de l'État de moderniser et de structurer le pays. Alors, seulement, De Gaulle quitte le pouvoir en 69, son successeur, Pompidou, va continuer cette politique gaullienne, mais des difficultés apparaissent au début des années 70. Alors, au début des années 70, on a une crise économique qui va commencer à toucher très fortement le monde entier, suite notamment à la fin du système de Bretton Woods, et c'est lié à la guerre du Vietnam, donc un dérèglement monétaire financier majeur qui touche toute la planète, et donc on a une forme de crise. C'est dans ce contexte que va naître, venu des États-Unis, ce qu'on appelle la pensée néolibérale. C'est une vision différente du capitalisme qui apparaît à ce moment-là, une idée selon laquelle l'État serait trop coûteux, qu'il faudrait faire des économies et qu'il faudrait donc arrêter d'avoir des entreprises publiques, qu'il faudrait les vendre, les privatiser, qu'il faudrait faire des économies en faisant payer moins d'impôts, qu'il faudrait donc moins aider les gens les plus démunis, payer moins les retraites, etc. Parce que tout cela coûte trop cher à l'État, qui est maintenant dans une situation de crise. Donc cette pensée néolibérale va, en France, apparaître pour la première fois avec le nouveau président élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing. Alors au début, son Premier ministre, Jacques Chirac, entre 1974 et 1976, est gaullien, gaulliste, dites comme vous voulez, et donc les deux hommes vont très vite ne plus s'entendre, et c'est à partir de 1976 que Giscard d'Estaing va mettre en place cette pensée néolibérale avec son Premier ministre de 1976 à 1981, Raymond Barre. Donc cette
pensée néolibérale va entraîner la désindustrialisation du pays. On va fermer plein d'usines pour les envoyer en Chine pour gagner de l'argent, etc. On va commencer à réfléchir éventuellement à faire baisser les emplois dans la fonction publique. Bref, le but, c'est de faire des économies coûte que coûte. Alors, cette politique est désastreuse et entraîne une très forte inflation, une montée des prix, le taux de chômage va augmenter, cette pensée néolibérale n'arrive pas du tout à gérer le chômage, et ça explique qu'en 81, il y a un retour à l'État-providence. Est élu un homme de gauche pour la première fois depuis 1958 en France, c'est François Mitterrand. C'est ce qu'on appelle la première alternance. Une alternance politique, c'est quand on avait la droite au pouvoir qu'on passe à la gauche, ou inversement. Alors, entre 81 et 83, Mitterrand, avec son Premier ministre Pierre Mauroy, essaye de mettre en place ce qu'on appelle l'État égalisateur. Il dépense beaucoup d'argent pour faire de nouvelles phases de nationalisation. On a un quart des salariés en 83 qui sont du secteur public, c'est énorme, c'est l'augmentation, c'est l'augmentation maximale. On a plein de droits sociaux, l'augmentation du salaire minimum, le SMIC, le temps de travail qui est baissé à 39 heures au lieu de 40 précédemment, la retraite à 60 ans, une cinquième semaine de congés payés. Mais cette politique coûte très cher et dès 83, Mitterrand doit l'abandonner, ce qui va d'ailleurs entraîner la démission de lui-même de Pierre Mauroy, qui ne cautionne absolument pas de changer de politique. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la dernière partie du cours.